Bonjour Pierre-Michel Menger. Bonjour Jean-Philippe Denis. Pierre-Michel Menger, professeur du Collège de France, professeur de sociologie, spécialiste du travail créateur, spécialiste du talent, spécialiste de l'enseignement supérieur. Pierre-Michel Menger, le talent, objet de toutes les controverses. Voilà, on tourne autour du talent et en fait il y a des controverses depuis le XVIIIe siècle. Absolument, oui, vous avez raison. L'actualité récente est effervescente, la diffusion générale de la sémantique du talent est un fait, mais cette notion existe depuis longtemps, elle a une histoire très longue. On peut rappeler la fameuse parabole des talents, et ensuite son interprétation très très controversée. Mais il y a un moment où cette notion ressort beaucoup après le Moyen-Âge, elle ressort au XVIIIe siècle. La philosophie des Lumières s'en est emparée parce que le talent est devenu une notion émancipatrice dans un contexte extrêmement précis, qui est tout simplement se débarrasser de la société d'Ancien Régime et de la société de privilèges de naissance. Et le talent disait tout simplement: vous devez être reconnu à la valeur de ce que vous faites et de ce que vous savez faire. Et donc, de votre mérite, il faut ouvrir, comme dit l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il faut ouvrir les carrières à tous les talents. Le mot y est explicitement. Donc, c'est une notion émancipatrice très très claire. C'est appliqué par exemple dans l'armée. Il y a une célèbre histoire de la médiocre performance des armées françaises dans la deuxième partie, au long du XVIIIe siècle. Elle est mal commandée. Ces aristocrates qui ne savent pas commander leurs armées, qui ne sont pas bons, alors que des militaires qui sont sortis du rang, mais qui ne sont pas des nobles, pourraient être donc qui sont talentueux, pourraient accéder à des grades majeurs, comme les grades de généraux, et commander. Et ils sont refusés, et toute proposition de réforme est écartée, etc. L'école des polytechniques, par exemple, sera créée à ce moment-là, parce qu'on estime qu'il y a un problème majeur à traiter. Donc, cette notion de talent est effectivement émancipatrice dans un contexte donné. Oui, mais voilà, il y a une dimension d'évaluation dans l'imputation de talent. Voilà. Et donc, certains sont plus talentueux que d'autres. C'est effectivement une des manières de dire un individu a peut-être plus de valeur provisoirement ou dans telle ou telle activité, la cueillette des champignons ou alors la résolution d'équations mathématiques. Il en sait plus, il sait faire plus de choses, etc. Donc, il y a une dimension d'évaluation et donc une dimension de hiérarchisation interindividuelle. Et d'inégalité, c'est très clair. Donc, un instrument qui servait à combattre des inégalités peut se retrouver de l'autre côté à produire et à légitimer des inégalités. Et donc, la question qui se pose, c'est mais comment donc sont produites ces qualités qui font le talent ? Et c'est là que s'introduit au long du XIXe siècle un débat très fameux sur le thème: est-ce que c'est inné ? Autrement dit, c'est de la génétique. C'est les fameuses thèses de Galton au XIXe siècle, ou alors est-ce que c'est totalement le produit d'un environnement, d'un façonnement social, familial et social, qui dès la naissance, en quelque sorte, prendrait en charge la formation des individus et les façonnerait intégralement. C'est la fameuse métaphore de la cire vierge ou de la table rase, qui est très ancienne d'ailleurs, on la trouve déjà chez Platon, mais on la trouve par exemple très fortement élaborée par Helvétius, qui est un des philosophes des Lumières, mais qui n'a pas rallié à lui les autres. Il y a eu un conflit d'interprétation. Rousseau ou Condorcet sont beaucoup plus prudents pour dire la nature et la culture ont chacune leur rôle. Autrement dit, l'inné et l'acquis jouent leur rôle. Et Helvétius, non, c'était très radical. D'où sa proposition de supprimer l'héritage, de mettre les enfants dans des internats quasiment à la naissance, des choses comme ça. Marx a d'ailleurs lu de très près Helvétius, il lui a consacré des travaux. En fait, et vous voyez bien la polarité qui se dessine à ce moment-là. Le tout social versus le tout génétique. Alors, le tout génétique, plus personne n'y croit. Le tout social, on trouve encore des individus qui pensent que c'est totalement socialement déterminé. En fait, la recherche, quand elle est précise et qu'elle donne des preuves, elle doit donner des preuves et qu'elle n'est pas simplement assignée à des objectifs idéologiques, la recherche montre que ce sont des interactions extraordinairement complexes. Durkheim, le fondateur français de la sociologie, a été exactement sur cette ligne-là. Et depuis, ça n'a été que confirmé. Les différences individuelles et les facteurs de réussite individuelle sont multiples, les facteurs sont multiples, les individus ont évidemment un capital génétique. Ça serait absurde de le
le nier, sinon il n'y a plus rien, et en même temps un capital social. Et c'est évidemment l'interaction entre ces deux types de capitaux qui agit de multiples manières et qui constitue de multiples leviers qui facilitent ou qui contrarient l'utilisation et l'expression du capital génétique comme du capital social. Ce sont évidemment, si vous prenez les positions les plus extrêmes que je viens de mentionner, tout social ou tout génétique, c'est totalement absurde. On n'expliquera jamais un phénomène humain à 100% de sa variance. C'est idiot. Mais ce qui est moins idiot, c'est d'observer que des différences interindividuelles peuvent se créer à partir de situations initiales très proches. Et ça, c'est des expériences très intéressantes. C'est les fameux travaux sur les jumeaux. Est-ce que des jumeaux placés dans des environnements différents vont se comporter très différemment? Autrement dit, on pratique une sorte d'expérience naturelle. Mais on peut penser plus simplement aussi à qu'est-ce qui se passe quand on a des membres d'une même famille, des frères et sœurs, qui ne réussissent pas de la même manière. Qu'est-ce qui explique ces réussites différenciées? Un sociologue américain fameux qui est à Princeton, Dalton Conley, a beaucoup étudié ces affaires-là. Et c'est assez étonnant de voir que ça n'est ni le social ni le génétique ne peuvent expliquer tout ça, mais les interactions sont beaucoup plus sophistiquées qu'on ne l'imagine. Même dans un univers aussi particulier que la fratrie. Alors, au bout du compte, évidemment, les inégalités sociales sont très visibles. Et donc, alors que les inégalités génétiques ou les écarts de capital génétique, les différences de capital génétique ne sont pas visibles, évidemment, et on n'agit pas dessus d'une certaine manière. Encore qu'avec l'épigénétique, on commence à voir les conséquences de ces choses-là. Mais les inégalités sociales ont une autre propriété, c'est qu'elles ont une action beaucoup plus vite cumulative. Cela dit, le social, il est très complexe. Je l'ai dit à propos des fratries, mais regardez, pour prendre cet exemple qui intéresse beaucoup les économistes et les sociologues, qui sont les migrants qui viennent dans une société qui les accueille ou qui leur fait une place, où ils se trouvent à s'insérer, et qui peuvent réussir en déployant des qualités, par exemple, entrepreneuriales, d'intensité de travail, de socialisation par la communauté dans laquelle ils sont insérés, et qui peuvent réussir parfois beaucoup mieux que les natives. On a l'exemple des Asian Americans aux États-Unis. On a beaucoup d'exemples comme ça où les facteurs sociaux ont une complexité parce que les facteurs sociaux eux-mêmes recouvrent des éléments comportementaux, des éléments de développement cognitif des individus. C'est vrai que la pauvreté freine le développement cognitif, mais à l'inverse, des familles qui misent beaucoup sur le développement de leurs enfants ou le rôle de la mère. Donc le social lui-même, il cache beaucoup de choses et donc il faut décomposer les facteurs les uns après les autres pour comprendre la complexité de ces interactions et pour comprendre au bout du compte qu'est-ce qu'on veut dire quand on veut dire que des individus peuvent avoir du talent, un potentiel qu'il ne faut surtout pas manquer, puisque la conclusion de tous ces travaux, c'est aussi les lost Einsteins, comme on dit. On a perdu des individus qui n'avaient pas la chance de pouvoir développer des capacités dont ils auraient été potentiellement extraordinairement détenteurs et qu'ils auraient mis en œuvre s'ils avaient eu les conditions sociales et environnementales qui permettaient de les développer. Plus que jamais, la question du talent au cœur du débat de société, au cœur du débat politique aussi, on le sent bien dans votre propos. Et comme vous diriez en rajoutant cette couche, quand on est dans une société où on veut innover, ne serait-ce que pour échapper aux contraintes énergétiques, aux contraintes environnementales et climatiques, il faut pouvoir innover. La question évidemment du talent est évidemment essentielle. Évidemment essentielle, et on retiendra que le talent n'est pas un long fleuve tranquille. Certes non. Merci Pierre-Michel Menger. Merci Jean-Philippe Denis.